Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré. On a eu une semaine qui a fait très froid. Nous avons vécu notre première grosse tempête de neige de l'année. Et on vous parle maintenant des actualités qu'il y a eu dans la semaine. Premier point, on vous présente une vidéo de M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace de Loyola, qui invite la population ce dimanche à compter de 14 heures à une conférence, à une présentation sur la plateforme Zoom concernant l'évolution du projet de construction d'un nouveau centre communautaire à Saint-Ignace de Loyola. On rappelle que, il y a 2 ans, il y a eu un vote, une consultation publique autorisant la municipalité à jeter à terre, de détruire l'église de Saint-Ignace de Loyola pour des raisons de sécurité et des raisons de coût, et par la suite bâtir un nouveau centre communautaire qui sera érigé sur le site de la municipalité. Nous vous avons présenté aussi des extraits du conseil municipal de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, ce conseil avait eu lieu la première semaine de janvier, donc le 10 janvier, et nous avons présenté des extraits concernant les orientations du conseil municipal ainsi que des demandes de soumission, des demandes aussi de règlement d'emprunt. Par la suite, nous avons eu une entrevue avec M. Yves Perron. Du retour justement du congé des fêtes, M. Perron nous a fait part de plusieurs sujets. On parle entre autres du programme d'emploi étudiant qui, la date butoir sera le 25 janvier 2022. Dans cette représentation, dans cet appel de subvention, cet appel de projet, les OBNL, les municipalités, les différentes entreprises du comté de Berthier-Masquinongé peuvent soumissionner pour avoir des emplois cet été, donc les emplois étudiants qui commencent à partir du mois de mai et qui vont jusqu'au mois de septembre. Les priorités du comté, on parle d'agrotourisme, on parle justement de municipalités, on parle d'organismes touristiques et d'organismes communautaires. Par la suite, M. Perron nous a parlé de ses réactions suite aux 100 premiers jours du gouvernement libéral. On se rappelle qu'il y a eu une élection en septembre. Le gouvernement de M. Trudeau n'a fait que l'appel à la Chambre des communes seulement qu'en novembre 2021. Il a retardé, on pense volontairement, la date du retour en Chambre des députés. Par la suite, il y a eu une fin de session en décembre et en principe, un nouveau début de session devrait débuter en fin janvier, début février, mais on n'est pas encore à jour, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler à cause des circonstances, à cause des règles sanitaires et à cause justement de la pandémie qui est encore à son plus fort. On parle du fameux variant Omicron. Par la suite, nous avons rencontré Madame Bélan, qui est une des responsables du Jardin Mort à Mascouche. Le Jardin Mort à Mascouche est un jardin qu'on peut visiter de la période de juin à octobre à tous les ans. Donc, cette année, ça sera du début juin au mois d'octobre 2022. Et dans le cadre de cette année sera une année spéciale parce que c'est l'année mondiale décrétée par l'ONU pour l'année du verre. On rappelle que le verre est utilisé tant au niveau culturel, on pourrait dire exposition, on parle aussi commercial. C'est un matériau qui est utilisé dans beaucoup d'applications. On est en contact avec le verre à l'année longue, comme on dit, et elle nous a parlé d'un appel de projet concernant ce matériel, s'en servir pour faire de l'art à l'extérieur, donc parler à des sculpteurs, et ce sera vraiment une exposition à ne pas manquer. Par la suite, nous avons rencontré Madame Caroline Majot. Madame Caroline Majot est la directrice générale de la FADOC-Lanaudière. La FADOC-Lanaudière fête cette année son 50e anniversaire et ils ont décidé de recentrer leur mission, les offres de services qu'ils font avec la FADOC-Lanaudière, et on parle maintenant d'activités de socialisation. Encore là,
avec la pandémie. On parle d'activités extérieures et Mme Majot s'est faite le porte-parole des différentes activités qui vont être présentées dans la région. Donc, la région de la FADOC-Lanaudière couvre plusieurs MRC et FADOC-Lanaudière va tenter de faire au moins une activité par MRC pour encourager les gens à socialiser et en profiter. On a parlé aussi, encore là, de conditions sanitaires de COVID avec Mme Majot. C'est donc un appel à la sensibilisation et à l'isolement justement des personnes âgées, des âgés actifs, des personnes retraitées actifs et aussi la demande faite au niveau, on pourrait dire, gouvernemental, d'offrir plus de services à domicile pour les personnes un peu en perte d'autonomie. C'est une façon de garder, on pourrait dire, les personnes en vie. Et le problème dans la région, entre autres, est au niveau des services à domicile qui sont très difficiles à recevoir, à avoir. Donc, c'est ce qui résume un peu notre semaine d'Andautré. Et pour nous aider, on pourrait dire, à relaxer et à prendre, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui à cause de la pandémie, de prendre du penser à soi, prendre du bon temps pour nous. On vous invite en terminant à une séance de yoga qui est offerte par Mme Jocelyne Aubry, qui est une artiste peintre qui est professeure en yoga et qui nous aide un petit peu à relaxer, à prendre soin de soi avec ces températures très froides, tempête de neige cette semaine, le stress relié justement au cas de Omnitron et tout ce qu'on a passé durant la semaine. Donc, c'est une invitation à tous à relaxer en fin d'émission. Maintenant, on vous rappelle que cette émission vous est présentée tous les dimanches à compter de 12h30 et que si vous voulez suivre l'actualité quotidienne avec CTRB, vous pouvez nous rejoindre, syntoniser CTRB à tous les jours à compter de 6h pour voir notre bulletin quotidien de nouvelles et se tenir au courant de ce qui se passe dans notre MRC. Sur ça, bonne semaine et à la semaine prochaine. Dimanche après-midi à 2h, il va y avoir une mise à jour, on pourrait dire, pour l'information concernant la nouvelle salle communautaire là, que vous voulez faire à Saint-Ignace-de-Loyola. C'est bien ça, M. Barthes? En plein ça, Mme Yvonne, à 2h, on va présenter aussi, on va présenter ce que DG3A a fait, notre firme d'architecte, parce que les plans sont complétés. Donc, on va présenter le projet aux citoyens. Donc, on avait dit que le 23, on leur montrait tout ce qu'on est rendu avec ça. C'est ça. Parce que dans le fond, si on rappelle un petit peu, c'est depuis 2020 que ce projet-là a été en l'air, dans le sens qu'on a eu une consultation publique, il y a eu une approbation. Il faut dire qu'il y a eu une approbation présentement sur les montants de subventions qui sont accessibles. Ça, c'est déjà comme confirmé. Là, ce qu'on va aller, dans le projet, présentement, on va le présenter. Probablement la semaine prochaine ou dans l'autre, on va aller en appel d'offres. Un coup que l'appel d'offres avait été rentré, là, à ce moment-là, on va aller chercher l'approbation du ministère. OK. Est-ce qu'on avait comme une pré-approbation disant qu'on était éligible à ce programme-là? Oui, là. C'est ça. Oui, on l'a reçu. OK. On a reçu ça au moment un petit peu après qu'on ait commencé déjà. On a reçu comme quoi qu'on était éligible à 60%. OK. Donc, quand elle est en haut de 80, je ne sais pas comment je calcule ça, là. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'un coup, quand l'appel d'offres va être sorti, parce qu'à ce moment-là, on va aller chercher l'approbation officielle. OK. Pourquoi que oui, il nous subventionne, parce que c'est le maximum, c'est 60%, mais le maximum, c'est 3 millions. OK. Ça veut dire que si le projet coûte 6 millions, ben, ils vont nous donner 3 millions. Là. OK. Donc, on rappelle, c'est ça, vous faites une invitation à tous de contacter la municipalité. Le lien Zoom est sur le site Internet présentement de la municipalité. Les gens vont assister à une présentation, je crois, c'est en collaboration avec vous qu'on va le faire, là, mais il va y avoir une présentation PowerPoint et des explications qui vont être données et il y aura des périodes de questions aussi que les gens vont pouvoir poser. C'est en plein ça. Le mot de passe pour le Zoom est sur notre site Internet. Et lorsque vous allez cliquer sur le site Internet
avant 2 heures, mettons 5 minutes avant, au moins peut-être 10-15, je ne sais pas comment est-ce que. C'est TRV qui va vous autoriser à rentrer. C'est ça, c'est C'est nous pas qui le gérons, là, qui va gérer le Zoom. C'est des services TRV maintenant qu'on offre. justement, c'est CTRV qui va gérer l'entrée. Puis à la fin, à période de questions, si je ne m'abuse, c'est encore vous qui allez Oui, c'est ça, parce proposer. qu'on va voir le chat, vous allez pouvoir communiquer avec les gens. On va demander aux gens de communiquer par chat. C'est ça qu'on va fermer les micros pour éviter d'avoir une cacophonie. On va avoir votre présentation et par la suite, les questions, les gens vont pouvoir envoyer des questions par chat et on va vous transmettre les questions des citoyens et vous allez pouvoir répondre en direct là, sans aucune, on pourrait dire, sans aucune censure. Puis ce que je voudrais dire aux citoyens en même temps, vous me donnez l'occasion, c'est pour la période de questions, je le dis, là, on va accepter des questions sur le projet. C'est ça, exactement. De part d'ailleurs, s'il y a des questions à poser, bien, à la prochaine assemblée, ça va être la même manière. On va être sur Zoom, vous allez pouvoir assister à l'assemblée, ça va être contrôlé par CTRB, ils vont vous donner la même chose que ça va se faire comme dimanche pour les prochaines assemblées, tant si longtemps qu'on va être à huis clos. C'est ça. Est-ce qu'en fin de dimanche aussi, vous allez nous parler des échéanciers? J'imagine quand vous parlez d'appel d'offres, c'est pour la construction de la bâtisse, mais après ça, on va avoir peut-être une meilleure idée de quand on va pouvoir étraîner notre nouveau centre communautaire. On va leur dire c'est quoi l'échéancier. OK. À l'heure actuelle, l'échéancier, on va tout donner ça, on l'a tout en ligne, on l'a tout écrit, ils vont tout voir ça sur le PowerPoint. Parfait. L'échéancier que la firme nous a donné. OK. Donc, s'il y a des questions, c'est ça. Donc, s'il y a des questions d'ici à vendredi, on peut toujours téléphoner à la municipalité, 836-3376, c'est bien ça, et Oui. avoir des informations supplémentaires. Là, Mme Messier et ses adjoints vont pouvoir répondre à toutes les questions concernant cette journée, cet après-midi d'information. Aussi, je veux spécifier que s'il y a beaucoup de questions techniques, ben, l'ingénieur, M. Steve Fortier, il va être présent. Ah, OK, d'accord, pas de problème. Donc, s'il y a des questions plus techniques, ben, lui, il va pouvoir répondre. OK. Bon. Parce que des fois, les questions techniques, moi, je ne suis pas capable de tout répondre à toutes. On n'est pas tous des experts en tout, là. On fait notre possible. Non, vous savez, on a une firme d'architectes des G3A. Ils ont engagé des ingénieurs en électricité et en mécanique. Donc, je ne peux pas répondre sur tous tes points de vue-là. C'est quoi les systèmes qu'on a? C'est ainsi de suite. C'est tout eux autres qui vont nous dire. C'est ça. Bon, ben, je vous remercie, M. Barthes, puis on se revoit dimanche. Parfait. Merci beaucoup, Mme Hudon. Je vous souhaite une belle journée. Merci. L'adoption du règlement 629-2021 ayant pour titre le règlement décrétant les taux de taxes et les tarifications des services pour l'exercice financier 2022. Un proposeur, celui qui avait donné l'avis de motion, je pense, en décembre. C'était moi, si je me rappelle bien. C'était M. Laferrière, proposé par M. Laferrière, secondé par M. Burel. Les conseillers votent. Tout le monde en faveur de l'adoption. Pardon? Excusez, Robert, moi, je vais voter contre, compte tenu du taux d'intérêt sur lequel je ne suis pas d'accord. D'accord, à propos des taux d'intérêt. Donc, c'est accepté à la majorité qu'il soit noté au procès-verbal que M. Bailleur a voté contre. En 10.2, l'autorisation d'un règlement d'emprunt pour le TEC 2019-2023 pour la section Grande-Côte, c'est-à-dire refaire les égouts et l'eau à partir de 2 Grands Prix à la limite du réseau d'aqueduc qui est, je pense, au 992 Grande-Côte. Réseau d'égouts, pas d'aqueduc. C'est ça, l'aqueduc va plus loin, mais le réseau d'égouts se termine au 992 Grande-Côte. L'autorisation d'un règlement d'emprunt, c'est pour autoriser notre directrice générale à aller de l'avant avec un règlement d'emprunt. Qui le propose? M. Laferrière le propose, M. Cloutier seconde. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Merci. Tous les conseillers ont voté unanimement cette autorisation à un règlement d'emprunt. Il faudrait demander au MTQ, que Marie-Pierre Hubuchon demande au MTQ la venue d'un expert pour rénover ou modifier ou réparer le pont Grand-Champ.
Demandez quelqu'un qui s'y connaît en architecture, parce que le pont Grand-Champ a quelques petites modifications à faire. Puis, comme dirait M. Ladois, c'est le bijou de la municipalité. Il faut en prendre soin. Donc, on va demander au MTQ de nous envoyer un expert pour faire une visite du pont dans laquelle je veux assister. M. Cloutier aussi et M. Ladois. M. Burel propose. M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. L'autorisation d'un dépôt de projet au parc rural pour l'installation d'un jeu d'eau dans le parc Jean-Louis Poulette. Un proposeur et un secondeur. M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde. Les conseillers sont d'accord, M. Burel? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Bonjour, M. Perron, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous-même, Mme Yvon? Ça va bien. On peut souhaiter bonne année pour commencer. On va s'espérer qu'on ne fera pas de Zoom, en tout cas, toute l'année encore, mais on peut commencer par, vous êtes d'accord, souhaiter une bonne année, je pense, à tous nos auditeurs. Et vous avez un petit message d'espoir à donner sur ça. Je vous laisse aller en commençant, là. Ben oui, bonne année à tout le monde, incluant vous, Mme Yvon. Puis effectivement, on va souhaiter tout plein d'entrevues, mais le moins possible en Zoom. Sinon, ben d'ici là, écoutez, c'est pas le temps de lâcher. Ça va quand même, moi je vois quand même, c'est sûr qu'on est tous, on se le disait hors d'onde il y a quelques secondes, là, en utilisant peut-être d'autres mots, on est tous bien tannés, là. Mais c'est des bons mots, je pense que oui. Il faut pas lâcher, puis ça achève, là, on voit quand même des améliorations. Puis c'est en train de se transformer, là, dans un niveau endémique. C'est quelque chose avec quoi il va falloir vivre, puis le virus va se transformer. Puis d'après moi, ça va être correct d'ici quelques mois, là, mais sauf qu'on est comme... Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un scientifique de santé publique, je ne suis pas... Alors, d'ici là, j'ai reçu ma 3e dose de vaccin, puis on suit les consignes, puis on espère que ça achève. C'est ça, parce que je veux dire, vous êtes d'accord avec moi, si on se reporte de 2 ans, dans le fond, même le gouvernement au niveau fédéral, vous veniez juste d'être élu, puis on ne pensait pas que c'était pour durer si longtemps. Alors, à un moment donné, je pense qu'il y a une fatigue générale, et à un moment donné, tu sais, je pense qu'il y a beau avoir tous les appels à tous, faites-vous vacciner, faites-ci. On a l'impression que malheureusement, que les efforts qu'on fait ou les choses qu'on fait ne portent pas fruit, là. Disons que c'est un petit peu ça, que je pense, le sentiment général présentement. Oui, mais on a quand même eu des périodes d'accalmie là-dedans, dans ces 2 ans-là. Ouais, c'est sûr ça. Que les mesures qu'on a prises ont diminué les impacts quand même. C'est ça. L'enjeu, le gros enjeu dans toute cette pandémie-là, Mme Yvon, c'est le système de santé. Le système de santé qui est mal en point, puis qui était, on va se le dire honnêtement, il était magané avant la pandémie. Et on avait déjà des difficultés organisationnelles. Donc, c'est sûr qu'avec une épreuve comme ça, ça met en évidence toutes les difficultés. Puis, il y a peut-être quelque chose de positif qui va ressortir de ça en bout de piste. Vous savez, quand toute mauvaise chose, il y a du bon. C'est qu'on s'est démontré là, que le système de santé manque de moyens. Là. Et nous, c'est juste une lutte qu'on faisait avant la pandémie, puis on continue à la faire pour l'augmentation des transferts en santé. C'est ça que je m'en allais dire. Oui, c'est ça. Le fédéral payait 50 des frais, il paye 22 c'est pas assez. Il faut monter ça. Il y a eu des millions de dollars par année, ça va donner un coup de main. Mais c'est sûr que la solution n'est pas communautaire, mais quand même, tu sais, quand tu as de l'argent pour payer ton monde comme il faut, puis t'arranger, puis recruter, ben ça aide beaucoup. Là. Ne serait-ce que pour les équipements technologiques, c'est toujours de plus en plus coûteux de toute façon. C'est ça, c'est un des enjeux. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un des enjeux de la prochaine session qui va commencer incessamment. Absolument. Confirmer les transferts, là. Oui, c'est un enjeu constant. C'est sûr que ce n'est pas un enjeu qu'on va laisser tomber. Comme les aînés, par exemple, vous savez que ça fait longtemps qu'on lutte pour l'augmentation du revenu des aînés, pour le supplément de revenu garanti, mais aussi pour la pension de vieillesse. Puis ça, on n'a pas obtenu gain de cause encore, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de se battre. On continue tout le temps, puis on va réussir à l'avoir. Moi, je prends l'engagement, on ne va pas arrêter là, de se battre pour ça. Fait que c'est comme les 2 gros dossiers, si vous voulez, à incidence monétaire, là, qui concernent le gouvernement fédéral. Parce que c'est la moitié de Donc, de vous et moi. On n'a pas été gênés à le réclamer. C'est ça. Donc, ça devrait être un des 2 enjeux. Là, on en reparlera sûrement dans la session parlementaire qui devrait débuter, je pense, c'est début février. Hein? C'est bien ça? Vous recommencez? En fait, le rappel est le 31 janvier. Okay. Mais là, honnêtement, bien
bien savant, celui qui peut dire la forme que ça prendra. C'est sûr que ça va être en virtuel. Il y a des discussions encore. Il reste encore quand même presque 2 semaines avant la rentrée. Donc, on va voir quelle est la situation à ce moment-là. J'espère le plus possible pouvoir faire les choses en personne. À ce moment donné, les écrans, on l'a nommé, on n'est plus là. On n'est plus capable. C'est ça. Un des buts, on a parlé un petit peu, là, dans le fond, que ça vient de se passer depuis qu'on s'est parlé en décembre avec M. Bellumeur, mais un des buts de notre Zoom aujourd'hui, de notre rencontre, c'est qu'il y a une date limite qui s'en vient le 25 janvier, c'est bien ça, pour soumettre une candidature pour les emplois qu'on dit étudiants, les emplois Canada, là, qui est des programmes défis. Et c'est je pourrais dire, un domaine ou un point que, comme député, vous avez à être impliqué beaucoup dans la décision et beaucoup impliqué aussi, on pourrait dire, dans l'attribution. Je pense que c'est un de vos mandats en tant que député que ces programmes-là répondent aux objectifs. Comment vous dites vos points que vous avez retenus? Oui, c'est ça. En fait, on nous demande à la circonscription d'abord d'identifier des priorités d'ordre très général. Ensuite, les fonctionnaires font une distribution selon les demandes qui auront été reçues, évidemment. Et ils prennent ça en considération. Quand ça nous arrive, nous, on a un certain droit de regard, mais on doit quand même respecter les conditions du régime. Et souvent, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les fonctionnaires, mais c'est sûr que nous, on essaie de répartir ça équitablement entre nos demandeurs, puis dans les secteurs importants où est-ce qu'on en a besoin. Donc, c'est un bon programme. Ça aide beaucoup les entreprises, les organismes à but non lucratif de la circonscription. Donc, moi, j'invite les gens. Là, il n'est pas trop tard, on est le 19. Donc, il vous reste 6 jours là, pour soumettre votre demande au programme Emploi-été. Si vous avez besoin de soutien, vous appelez 819-228-1210, vous parlez à Samuel, qui est responsable du dossier, puis on va vous aider là-dedans, vous soutenir. OK. Est-ce que vous pouvez nous rappeler des priorités, les savez-vous par cœur? Mais je sais qu'au niveau du tourisme et au niveau communautaire, il y a une partie agricole, je crois, puis hébergement. Là. Si je résume rapidement. C'est ça. Oui, il y a l'agroalimentaire aussi, là, parce qu'il y a souvent une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Là, vous avez nommé plusieurs choses. Il y a les municipalités pour les camps de jour, des trucs comme ça qu'on aide beaucoup aussi. Beaucoup les organismes sans but lucratif. En fait, on essaie d'aider ceux qui en ont le plus besoin, évidemment. Mais l'idée, c'est de répondre aux demandes des gens. Et on essaie le plus possible. C'est sûr qu'il y a des déceptions à chaque année. Il y a des gens qui en demandent plus, qui en ont moins. Mais on essaie d'habitude de quand même bien répartir ça. Je pense qu'on fait un bon travail. Là. Depuis 2 ans, là, ça va être notre 3e exercice. On commence à être plus habitué aussi à cette mécanique-là. Est-ce que vous savez, avez de mémoire, l'année passée, combien d'organismes que vous avez aidés? Est-ce que vous avez une idée ou vous avez pu... Je vous pose la question à brûle pour point. Je n'ai pas les chiffres en mémoire, c'est une bonne question, mais c'était beaucoup d'argent. Là. C'était près d'1 million de dollars là, qui est dans la circonscription. Et c'est beaucoup d'emplois. La seule critique que j'aurais à faire, Mme Yvon, sur ce programme-là, c'est que c'est des programmes qui sont sur... Le but du programme, c'est d'annoncer le plus grand nombre d'emplois possible, fait qu'il restreigne le nombre de semaines subventionnées, puis il crée plusieurs emplois. Puis on a beaucoup de nos employeurs, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui aimeraient bien pouvoir prendre... pouvoir prolonger l'emploi d'un même employé pour le même montant. Puis rationnellement, moi je trouve que ça a bien de l'allure, mais quand je vous dis qu'il faut que ça respecte les normes du programme, c'est ce genre de choses-là dont je parle. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, mais on fait des pressions pour ça par contre. Ça, soyez-en assurés. En terminant, mais tantôt on parlait d'un petit peu de la situation, j'ai vu des commentaires de M. Blanchet, votre chef, parlant des 100 jours de M. Trudeau. Normalement, c'est dans cette période-là, peut-être parce que c'est la pandémie, mais normalement, c'est dans cette période-là que tu essaies de réaliser déjà le plus grand nombre de promesses, de choses. Et il y avait des critiques à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, il n'y a pas beaucoup des promesses qui ont été faites. Mais, tu sais, la grosse critique qui était faite par Yves-François, c'était que le 100 jours, là, c'est rendu une formule de marketing. Okay. Dans la campagne, dans les 100 premiers jours, nous allons faire 100 premiers jours. Puis finalement, on commence, on fait les 100. Premièrement, ça a pris 62 jours avant de rappeler le Parlement. Fait que là, il t'en reste juste 40 là, pour remplir certaines promesses. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te donnes une chance. Okay. La critique, c'était, on ne s'est pas donné de chance.
En plus, quand on nous rappelle tardivement, on laisse passer du temps comme ça, puis là, on nous rappelle, puis on dit, là, vite, 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 il faut voter les mesures pour la COVID parce qu'ils sont terminés depuis vendredi, on est rendu lundi, les gens n'ont pas de sous. Mais là, je filtre certains mots dans mon esprit, mais tu sais, rappelez-nous plus de bonheur qu'on puisse travailler comme du monde et lire le projet de loi comme il faut. Puis le 100 jours, ce que ça fait, c'est qu'on promet un paquet d'affaires en campagne, tout dépendant qui est l'auditoire devant nous autres. On va changer la promesse. Puis là, on arrive, après ça, on fait le 100 jours, puis on a rempli même pas 10 des promesses qui ont été faites. Après ça, on se demande pourquoi la population devient ironique par rapport à la politique. T'sais, je le suis, moi aussi, cynique des fois par rapport à la politique. Là. Je vais vous faire cette confession-là aujourd'hui. Là. Mais par exemple, dans les 100 premiers jours, là, il avait promis de voter la loi sur interdisant les thérapies de conversion. Ouais. Interdire d'attacher un adolescent de 16 ans qui a une orientation sexuelle qui ne plaît pas à ses parents, là, puis de lui faire crier que le démon quitte son corps par ses oreilles en lui lançant de l'eau bénite dans le front. C'est des affaires que ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, les conservateurs avaient bloqué ça toute la dernière session parlementaire. Ils ne voulaient rien savoir de le rentrer. Là, ils se sont rendus compte que politiquement, c'était pas payant pour eux. Fait qu'au début du 100 jours, comme ils s'étaient beaucoup opposés, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'on devient ironique, là. Tu dis, OK, tu avais des grands principes l'année passée, mais là, finalement, ils sont moins payants politiquement, fait que là, tu les as plus, puis tu fais passer ça. Nous, on est content que la loi soit passée. On voulait la passer depuis le début, là. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne critique pas le fait que la loi soit passée. Mais les tactiques politiques comme ça, puis ça, c'est à la semaine longue là-bas, là. Des fois, on devient ironique. C'était plus ça, l'intervention d'Yves François, sur arrêtez de promettre n'importe quoi, que dans les 100 premiers jours, on va le faire, là. Soyez sérieux, rappelez le Parlement rapidement, puis travaillons pour le bien commun, pour les gens. C'est tout ça qu'on veut faire. C'est ça. Puis il y a 2 projets de loi, mais entre autres, je vais vous parler de ceux qui m'interpellent le plus. La refonte là, du CRTC et des communications. De qu'est-ce que j'ai compris, il ne reste plus beaucoup de jours à la reprise pour pouvoir le déposer, le voter. Il va falloir tout recommencer le processus. Et encore là, je pense que c'était la problématique, c'était les conservateurs qui ont vraiment, encore là, bloqué et pas voulu nous aider là, en tant que télévision à prospérer ou à avoir des choses. Là. Oui, les conservateurs qui ont inventé une bulle comme quoi ça restreignait la liberté d'expression, alors que c'est absolument faux. Et là, effectivement, il nous resterait peu de temps pour les... Mais on va le faire pareil, mais ça ne sera pas dans les 100 premiers jours. Ça, c'est clair. Mais nous, on veut ça. Nous, on a besoin que les grands diffuseurs web paient leur juste part, puis quand ils partagent du contenu de nos médias locaux, bien, que ça revienne un peu à nos médias locaux, puis qu'il y ait un pourcentage, une taxe, 3% des revenus. Là. C'est pas quelque chose d'énorme qui va mettre aucune de ces multinationales-là en faillite. C'est quelque chose d'énorme qui va aider nos médias locaux. Puis le jour où on n'aura plus d'informations régionales, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est grave et que c'est important. Que nous, on agit en amont, là. Fait qu'on essaie de préserver ça. Fait que oui, on va le voter, ce projet de loi-là, mais effectivement, je serais bien surpris que ce soit dans les 100 premiers jours parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Comme toujours, c'est bien apprécié. Puis, je t'ai pas dire, gêne-toi pas si tu as d'autres annonces à faire ou des choses. On est à l'affût de tes communiqués et de la reprise. Puis, on espère se revoir en 2022, pouvoir se faire l'accolade et se revoir en 2022. Ça va être avec un immense plaisir. Puis vous savez que je dis tout le temps oui, c'est toujours un plaisir mais j'aime encore mieux aller vous voir en personne, effectivement. Puis, soyez pas inquiets, vous allez recevoir toutes nos annonces. On a été un peu plus tranquille dans la période des fêtes. Là. Une fois de temps en temps, c'est bon de reprendre son souffle. Oui. Mais là, le bureau est réouvert. Depuis la reprise en janvier, là, on met de l'ordre dans les dossiers, puis ainsi de suite. On a repris les rencontres de façon intensive cette semaine. Tu sais, 4 Zooms de suite, là. On s'ennuyait pas de ça, mais en tout cas, on est là-dedans. On est là-dedans, mais c'est ça. On travaille pour notre monde, on va reprendre. Tu sais, tu parlais tantôt d'interrompre le processus, là, mon fameux projet de loi sur la gestion de l'offre. J'aimerais ça qu'on le dépose le plus rapidement possible. On avait presque fini la dernière fois pour reprendre ça. On est là pour les gens. N'hésitez pas à appeler au bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là pour vous autres. Bon, ben d'accord, je te remercie. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Bon, ben merci Yves. On va parler dans un premier temps ce fameux jardin-là, parce que c'était un jardin privé qui est devenu comme public, c'est ça que je comprends, et c'est situé à Mascouche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique du jardin mort? Le jardin Moore, c'est un jardin qui perpétue la mémoire de M. Moore qui a créé ce jardin-là
dans un espace qui était rocailleux, qui était vraiment inintéressant, etc. Il a récupéré des journaux multiples de Montréal qui étaient invendus pour couvrir les pierres. C'était comme une carrière de pierre, là. Et il a ajouté de la terre, remis et c'est devenu une forêt, c'est devenu un jardin, c'est incroyable. Et on appelle ça la permaculture aussi, dans le sens que les plantes devraient être toujours placées dans un endroit qui leur convient. Donc, ça n'a pas besoin d'insecticides, d'herbicides et puis d'arrosage continuel. Alors, c'est la philosophie qui est défendue par M. Moore. Vers l'an 2000, comme il se sentait un peu faiblir, etc., il avait demandé à la ville de Mascouche de perpétuer, permettre à son jardin de lui survivre. Alors, ils ont créé une fondation qui est la Fondation du Jardin Moore. C'est l'organisme à but non lucratif dont vous parliez. Maintenant, moi, quand j'ai entendu parler, je l'ai rencontré en personne, M. Moore, dans les années 90. Ça m'avait vraiment touchée comme rencontre. Et j'ai essayé d'appliquer un petit peu ces notions de jardinage moi-même. Mais je m'étais toujours dit, en tant qu'artiste, comme projet de retraite, j'avais envie de m'investir au niveau des arts. Au niveau de la sculpture, j'ai offert à l'organisme du Jardin Moore de m'investir, de présenter une exposition de sculpture intégrée au jardin. Alors, c'est une exposition qui dure en moyenne 4 mois durant l'été. Et l'appel de dossier qui a lieu en janvier fait appel aux sculpteurs professionnels de la province de Québec au complet. Finalement, une fois que les dossiers sont reçus, un jury indépendant va sélectionner 25 sculpteurs qui, à leur tour, vont pouvoir présenter 2 œuvres de leur production, innovantes évidemment, et qui doit tenir compte de l'intégration du jardin. Donc, ce n'est pas une exposition tout arrangée, ça doit être vraiment choisi en fonction de la forme, de la hauteur, et aussi créer une certaine harmonie au niveau environnemental. Il y a un travail d'équipe qui doit se faire entre les jardiniers et les œuvres sculptées. Et ça permet aux visiteurs de vivre un beau circuit d'environ 1h30 au jardin. Vous me parliez tantôt vous me parlez d'un circuit d'1h30, donc l'étendue du jardin est assez impressionnante. Si on parle d'environ 1 heure de visite, c'est quand même un long parcours et j'imagine que c'est quand même assez vaste. C'est comme montagneux, c'est sur le bord de la rivière. Il y a un espace forestier, il y a des espaces qui sont très dégagés. On a même un petit labyrinthe là, qui est en train de prendre en maturité. Au niveau de la visite, on essaie d'intéresser les gens autant à la permaculture puis aussi à l'art de la sculpture, tout simplement. Parce que les œuvres qui sont présentées sont en général présentées en fonction des matériaux qui sont imperméables, doivent être résistants aux intempéries. Et c'est très varié. On a des œuvres en bois, des œuvres en bronze, on a des œuvres en acier, il y en a en aluminium, même en céramique. Et cette année, on invite nos participants à s'investir au niveau du verre, étant donné qu'on a l'année internationale du verre. C'est ça. L'année internationale du verre qui a été décrétée par l'ONU et comme on parlait tantôt en pré-entrevue, quand on parle verre, on ne parle pas seulement que des fenêtres. Il y a une application, on pourrait dire, multidimensionnelle au verre, tant au niveau industriel, au niveau, on pourrait dire, domestique et aussi au niveau artistique, quand on pense justement au fameux verre soufflé là, de Lugano et tout ça, là, quand on va dans le coin de Venise, qui est tout le temps très reconnu. Mais il y a aussi des vitraux. Là. Dans toutes nos églises ici au Québec, on peut parler qu'on a des magnifiques vitraux, mais c'est tout du verre. C'est vraiment des applications très, comment je pourrais dire ça, très universelles qu'on peut faire avec le verre.
Et au niveau de la sculpture, le verre peut être utilisé de bien des façons. On regarde souvent les intégrations d'œuvres à l'architecture. On a souvent des verriers qui vont s'intéresser avec leurs matériaux à l'intégration, soit à l'intérieur ou même à l'extérieur. Cependant, c'est sûr que vous ne trouverez pas du vitrail, comme la petite lampe là, oui. Au jardin. Il y a des choses qui sont trop fragiles. Il faut vraiment avoir le choix de matériaux qui vont être résistants, donc un peu plus du verre, probablement plus épais. Mais le champ est libre pour les créateurs. C'est à eux de déterminer la bonne réponse à notre invitation. Alors, donc, on peut parler qu'il y a un appel de projet, autrement dit, jusqu'au 20 février. C'est bien ça que les artistes doivent soumettre leur projet. Je voyais ici que le formulaire d'inscription, il y a quand même quelques exigences qui sont demandées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce qui est demandé à l'artiste pour pouvoir faire une soumission? Bien, c'est sûr qu'un CV, curriculum vitae récent des 5 dernières années, en priorité. Ensuite, c'est une exposition concours qui s'adresse aux professionnels, aux artistes sculpteurs professionnels du Québec. On demande une description de leur démarche artistique, 5 photos en format JPEG, séparées idéalement, parce que pour le jury, je dois présenter de façon anonyme, en diaporama, chacune des photos, et le jury, avec des critères très spécifiques, va déterminer quels sont les artistes ou les productions qui correspondent aux critères demandés pour être intégrés au jardin. Alors, c'est en général des questions que vous avez. On parle d'une installation qui se ferait en mai, c'est ça que je comprends, pour une exposition. Début juin. Début juin, pour une exposition qui va se faire toute la saison, donc du 22 juin au 9 octobre, c'est bien ça? Jusqu'à la fin septembre. 2 octobre, excusez-moi. C'est ça, à la fin septembre, parce que c'est les Journées de la culture. On termine avec cette fin de semaine-là, et ensuite, c'est le démontage qui arrive. On espère toujours que lors du début de l'exposition, qu'on puisse faire un vernissage. Là. Oui. On commence à s'ennuyer de ces activités-là, mais l'exposition est quand même très, 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 très intéressante pour tous les artistes, les visiteurs qui viennent voir cette exposition-là. La plupart des gens découvrent quelque chose, un univers qui est assez particulier. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Bélan-Robert, et on espère qu'on va se rencontrer en juin en présentiel pour venir parler de votre exposition et visiter justement les Jardins Morts. Vous êtes la bienvenue et vous m'aviserez, je vous promets une visite personnelle. D'accord. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. Bonjour. Au revoir. Parlez-nous un peu de la FADOC là, qui fête son 50e anniversaire cette année. Oui, alors on a décidé de faire une programmation qui va s'échelonner sur l'année. Donc à tous les mois, il va y avoir des activités et la FADOC est régionale, hein, c'est la FADOC Région Lanaudière. On sait qu'il y a des clubs dans différents quartiers, villes et villages, mais nous, ce qu'on a décidé de faire au bureau régional, c'est de faire le tour de la région. Donc de faire de la région de Lanaudière notre grand terrain de jeu et d'organiser des activités ou d'être présent, de souligner le 50e faire le tour de toutes les MRC, de tous les secteurs de la Lanaudière, et cela sur toute l'année. Alors, des fois des petites activités, d'autres fois des plus grosses activités, mais ce qui est important de retenir, c'est vous allez nous voir beaucoup. La pandémie, le confinement nous a permis de faire une réflexion sur nous-mêmes, sur notre passé de 50 ans, sur notre avenir des 50 prochaines années probablement, et on a décidé de se concentrer davantage sur l'aspect réseautage, sur l'aspect de mettre en commun les gens. Donc, dans notre mission, c'est indiqué, ou en tout cas on véhicule beaucoup que la FADOC est là pour briser l'isolement. Et on a fait une réflexion sur le fait que nos membres à nous, qui ont 50, 55, 65, 70 ans, c'est plus eux, nos membres. C'est des gens qui sont encore actifs beaucoup.
On travaille pour la défense des droits des plus vieux. Oui, on va se battre et faire des revendications, notamment par le biais du réseau du secrétariat provincial. On va faire des revendications, mais c'est souvent pas pour notre clientèle qu'on dessert au jour le jour. C'est pour les plus vieux, les plus âgés qui habitent souvent en CHSLD, dans les RPA, qui, eux, ont souvent les droits qui sont bafoués. Là. On en a eu maintes exemples dans les dernières années. Mais nos membres à nous, moi, j'ai 50 ans, puis quand je regarde ma vie, je suis pas du tout isolée, je me sens pas isolée. Je me sens seule parfois parce qu'effectivement, un mari, un conjoint, une amie qui veut plus faire d'activité, qui a mal aux genoux, etc. Alors là, on a décidé de prendre ça à bras-le-corps et de dire, nous, là, on veut mettre les gens en contact. On veut les faire rencontrer, leur faire rencontrer des amis parce que souvent, 50-55, pré-retraite qui s'en vient, la retraite, on est encore actif, mais on voit moins de monde. Et dans le fond, c'est ça qu'on veut, voir des gens. Alors, on va axer ça plus sur le mettre en commun, de partager des passions. On a appelé ça les interclubs. Et là, on va vraiment essayer de réseauter les gens ensemble. Je pense que ça répond tout à fait à la mission et à l'objectif que Marie-Ange Bouchard s'était fixé lorsque, il y a 50 ans, elle a fondé la FADOC. Elle a commencé ça tout petit. Elle voulait sortir, c'était un peu une femme un peu féministe, je pense, parce qu'elle avait vraiment l'objectif de sortir les femmes de leur cuisine, de leur faire rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes, puis que ça sorte un peu là, de l'habituel tricot, puis de l'habituelle cuisine, puis qu'on s'en aille vers la connaissance de l'autre, qu'on aille vers l'autre, puis vers des activités de loisirs. C'est vraiment ça, sa mission. Est-ce qu'on peut parler d'émancipation aussi, dans le fond, le fait de sortir, de rencontrer d'autres gens, tu t'aperçois que tu peux penser comme eux autres. Quand vous me parlez de réseautage, c'est ça qui est intéressant, parce que tu rencontres des gens qui ont possiblement la même vision, en tout cas, où ça suscite des conversations, et en plus, bien, tu profites, entre autres, de l'extérieur. C'est sûr que c'est présentement, c'est des activités extérieures qu'on peut faire. Là. Malheureusement, on ne peut pas rien faire à l'intérieur. Mais tout ça permet quand même d'avoir une satisfaction comme personne, d'être reconnu, d'en tirer une satisfaction personnelle. Là. Oui, puis inévitablement, en parlant à l'autre, en se confiant, en voyant ce que les autres vivent, bien, on peut peut-être aussi se sortir de situations qui sont pas de saines où on peut se faire aider et avoir des nouvelles connaissances. Donc, je pense que l'avenir est vraiment là, surtout là, présentement, comment les gens ont vécu le confinement et resté seuls à la maison. Donc, nous, cette année, là, on a pris vraiment le virage extérieur pour l'instant, comme vous dites, on n'a pas beaucoup de choix, mais malgré tout, c'est la santé aussi de marcher dehors. Puis il ne faut pas sous-estimer là, les séquelles du déconfinement. Les gens ont resté à la maison, ils ne sortaient plus prendre leur marche, ils ne sortaient plus aller au dépanneur, tout était fermé. Donc, les muscles se sont atrophiés, même à 55, 60, 65 ans. Ça a cet effet-là sur tout le monde. C'est juste plus rapide. Plus on est vieux, plus c'est rapide. Et donc, on a organisé des marches plus douces, des randonnées un peu plus sportives. Il y a de la raquette, du ski de fond pour l'hiver. On avait prévu du patin. On verra qu'est-ce qui arrive avec les conditions. Mais vraiment, on va axer ça là-dessus. Puis cet été, on va essayer d'être un peu plus audacieux, disons-le. On va aller vers le canot, peut-être la moto. Donc, on est à la recherche aussi de gens qui voudraient s'impliquer et partager leur passion. Exemple, nous, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse partir un intermoto, là, c'est qu'on puisse faire des randonnées de moto entre les clubs. Mais pour ça, ça me prend des gens passionnés de moto qui s'y connaissent pour pouvoir nous aider à monter un circuit qui sera raisonnable, qui sera sécuritaire et qui sera agréable. Donc, tous les sports confondus, si vous avez des idées, des passions culturelles, des peintres, les musées, la musique, peu importe, faites-le nous savoir, puis on va communiquer avec vous pour organiser
des rencontres et faire un bouillonnement là, dans la Naudière. On est vraiment surexcités. On a vraiment des beaux projets. Est-ce que tu aurais besoin de documentation? J'ai de la documentation ici. Donc, c'est vraiment pour venir soutenir déjà Viactive que nous donnons aussi dans la Naudière. La FADOC soutient les activités de Viactive qui ont été mises sur pause aussi. Mais c'est tout ça fait un continuum et s'imbrique l'un dans l'autre pour motiver les gens à bouger. C'est ça la clé, bouger pour l'intellect, pour le corps, pour tout. Donc, on pourrait dire en terminant que la FADOC, la Naudière est là pour rester. Tantôt, vous avez parlé des 50 prochaines années. Je pense qu'on ne verra pas le 100e anniversaire. Là. Ça serait peut-être un petit peu exagéré d'être optimiste à ce point-là. Mais vous me parlez de santé, vous me parlez de socialisation. Il y a quand même, comme tantôt, on parlait un peu de revendications parce que vous avez beaucoup impliqué, je crois, justement, parce qu'avec la pandémie, ça leur a sorti beaucoup, on dirait pas des inégalités, mais des besoins de ressources qu'il faut demander et qu'il faut revendiquer, je crois, hein, au niveau de la FADOC. Là. Et c'est surtout, je crois, qu'il faut vraiment se positionner collectivement sur ce que l'on veut pour les 50 prochaines années. Est-ce qu'on veut que nos villes, nos quartiers, nos villages, certains endroits névralgiques deviennent des gros dortoirs, c'est des ghettos, là, regardons dans certaines villes, je ne veux pas les nommer, mais c'est facile là, à identifier, à repérer. Des gros immeubles, qu'est-ce qui va arriver avec ça dans 20 ans, ces immeubles-là? Et là, les gens qui y ont vécu pendant la pandémie, le gros de la pandémie, puis encore là, pas de visite, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas aller faire un tour d'auto. Voyons donc, c'est quoi cette vie-là? Est-ce qu'on souhaite ça pour nous-mêmes? Je ne penserais pas. Moi, je veux pas ça pour moi-même. Alors, pourquoi on n'amorcerait pas des réflexions? La FADOC est là aussi pour faire ces revendications-là. Il y a le rapport de Mme Joanne Castonguay qui vient de sortir. Oui. C'était prévisible, c'était envisagé. Puis il va y avoir d'autres pandémies, il va y avoir d'autres virus, il va y avoir d'autres choses comme ça. Pourquoi on regroupe les gens tous sensibles et vulnérables ensemble? Pourquoi on fait ça? Moi, j'y vois pas grand-chose de bon en bout de ligne de faire ça, ni pour l'environnement, ni pour la culture, ni pour la sociabilisation. On sait qu'on a besoin d'être intergénérationnel, on a besoin des plus jeunes, des plus vieux autour de nous pour que ça nous nourrisse. Alors, moi, vraiment, j'aimerais que les gens se positionnent et arrêtent de bâtir puis de financer parce que c'est souvent nos municipalités aussi qui aident là, ces grosses structures-là à naître. Donc, c'est nous, ça, la municipalité, les villes, c'est nous, ça nous concerne directement. Alors, vraiment, mettons de l'argent plutôt en soins à domicile. C'est là où il manque de l'argent, vraiment. Et c'est là l'avenir, le soin à domicile. On reste à la maison, les gens, on le sait, c'est ça qu'ils veulent en bout de ligne. Se retrouver à une place où tu n'as plus rien à faire, pelleter puis te faire à manger, c'est aussi ça, se garder en forme. Oui, c'est ça. Donc, je m'aperçois. Donc, vous n'êtes pas à court d'arguments, vous n'êtes pas à court de revendications. C'est très bien. Vous nous représentez, parce qu'étant aînée moi-même, vous représentez vraiment les aspirations qu'on veut et comme vous dites très bien, c'est pas parce qu'on atteint l'âge de la 50 ou 60 ans qu'on doit se sentir, je ne vais pas dire le mot fini, là, mais je veux dire qu'on doit se sentir rejeté. Je pense qu'on est important. On a beaucoup contribué à la société. On veut continuer de contribuer et je pense que c'est important aujourd'hui d'être reconnu et d'avoir une voix. En tout cas, merci à la FADOC de s'intéresser à nous. Merci beaucoup, Mme Yvon. D'accord. Bien, merci. Puis on se reparle. Gênez-vous pas. Envoyez-nous vos prochaines activités. On va en parler directement. Merci beaucoup. Au revoir. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook.
Et puis, ben, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà, fait que, ben, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, bon, oui, ouais, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu,
purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais